des gens vraiment à l'aise. Vous savez, ce qui est le problème, c'est que depuis longtemps, et ça je le dis pour ceux qui comprennent la situation de nos différents pays actuellement, depuis longtemps, les gens sont restés dans une sorte de choses où ils disaient, ben écoutez, le problème qui se passe, ça c'est au Burkina, ça se passe, ben voilà, ça c'est un problème des Burkinabés, et nous on est béninois, on s'en fout. Après, ça se passe au Ghana, ben écoutez, bon, ça c'est au Ghana, nous les Ivoiriens, on s'en fout. Après, ça se passe au Togo, on dit, ben c'est au Togo, nous les Sénégalais, on s'en fout. Voilà comment les gens ont pu contrôler, depuis plus de 60 ans, nos différents pays. C'est pas parce que les intelligents manquent, hein. C'est pas parce que il n'y a pas des Africains qui veulent vraiment changer les choses, non. Parce que de toute façon, personne ne se sent à l'aise dans la misère, dans la souffrance. Voilà. Mais il n'y avait pas cette capacité, cette possibilité pour les Africains de prendre la parole comme nous le faisons actuellement et de défendre, prendre fait et cause pour un peuple africain, pour qu'on se joigne à lui et l'aider à mener son combat. Il n'y avait pas ça. Parce que les canaux de communication étaient des canaux tels que vous les connaissez, tels que les France 24, RFI et tout ça, malheureusement. Et donc, on en a beaucoup souffert. Des gens ont été assassinés, des leaders africains qui auraient pu changer des choses ont été assassinés et les Africains sont restés là à ne rien dire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien entendu, on est bien d'accord. Moi, quand ça s'est passé en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire, hein, je vous le dis. Et ça a commencé en 2001. 2 mois après que Gbagbo soit venu au pouvoir. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est loin d'être une guerre civile. C'est ce qui trompe beaucoup les gens. Il y a eu du terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est du terrorisme qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Seulement, dans les années 2000, 2001, on ne parlait pas de terrorisme en Afrique de l'Ouest et tout cela. Les gens me disaient non, rébellion. Le terme là, parce que ça se fait. Ok, désolé. Donc c'était des terreaux. C'est ça. C'est des terreaux. Des gens qui se font appeler commandos invisibles. Donc ils se cachent, ils sont armés dans la population, brusquement ils tirent sur les gens, ils assassinent et puis ils fuient, ils disparaissent dans la population. Ça, ce sont des pratiques terroristes. Excuse-moi du terme, franchement. Je ne sais pas comment ne pas prononcer ce mot-là. Donc c'est ça. C'est à ça que les Ivoiriens ont fait face. Mais ils ne sont pas restés là comme ça. Les Ivoiriens se sont battus. Ils ont tout fait, même malgré les embargos, mais ils ont tout fait pour avoir les armes et ils ont lancé l'opération qu'on appelle Opération Dignité. Et la France finit par faire face à la Côte d'Ivoire elle-même pour détruire tous les armements de la Côte d'Ivoire et puis réduire tous les efforts des Ivoiriens à zéro. Les Ivoiriens sortent dans la rue pour manifester. La France, dans des hélicos, tire sur la population, explose tête des gens, massacre des gens. Ça s'est passé en 2004. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc beaucoup n'étaient pas au courant. Si c'était maintenant là, tout le monde allait le savoir. Mais les Ivoiriens sont restés debout, ils se sont battus 10 ans durant, même jusqu'après ça. Même après que le chef d'État, vraiment souverainiste, en qui les Ivoiriens se reconnaissent, a été conduit en prison, les Ivoiriens n'ont jamais abandonné. Ils l'ont soutenu là-bas, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Ils l'ont ramené. Il est encore candidat en 2025. Et la bataille continue. L'opposition dont vous parlez aujourd'hui, là, l'opposition est unie. Regardez ce qui se passe avec l'activiste Gbagbo Koné aujourd'hui en France, qui a été victime d'enlèvement. Les gens ont voulu l'enlever, ils l'ont kidnappé, ils ont voulu l'extrader. Mais qui parle aujourd'hui? Attends, Chinois. Excuse-moi, Chinois. Si tu es Togolais, tu connais forcément Gbagbo Koné. Si tu es Togolais, tu connais Gbagbo Koné. Si tu ne connais pas Gbagbo Koné, va t'asseoir. Et un big merci à ce frangin-là, parce que lorsqu'on demande les mobilisations à l'ambassade, devant l'ambassade ou le consul du Togo à Paris, Gbagbo Koné y est toujours. C'est un Ivoirien. Donc, big force à lui, depuis sa position, et j'espère que tout est en train de rentrer dans l'ordre pour lui. Je te laisse continuer. Merci. Et tout va rentrer dans l'ordre. Et donc, les Ivoiriens se sont unis. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir, depuis hier, jusqu'à ce matin, même jusqu'à il y a quelques 30 minutes de cela, les gens comme les Soulé de Paris là, il n'est pas du PPACI, c'est pas un pro-Gbagbo. Lui, il est avec Soro Guillaume. Les Nina, la Lyon, la guêpe que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui est aux États-Unis, ici,
et qui parle, qui fait des trucs, c'est pas des gens de Gbagbo, c'est des gens du Soro. Les Kevin et tous ceux qui parlent, c'est des gens du PDCI. La reine des jeux, c'est des gens du PDCI. Mais Gbagbo Koné, il est du PPACI. Donc les Ivoiriens, même il y a même des gens, des pro-Ouattara, qui prennent fait des causes pour Gbagbo Koné. Parce qu'ils disent trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Donc les Ivoiriens, ils sont unis, en tout cas l'opposition ivoirienne est unie quand il s'agit de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et puis, le combat que mènent les Ivoiriens là, le combat est mené contre qui? Les oppositions, vous entendez, hein? Entendez bien. Voilà. Les autres oppositions sont unies. Les autres partis de l'opposition, je précise bien, le parti de Soro Guillaume, le parti de Charles Blé Goudé, qui est le COGEP, avec comme activistes les Sonaki Sona, tous ceux-là. Le parti de Laurent Gbagbo, dont est membre Gbagbo Koné. Les soulèvements de Paris, tous ceux que vous voyez là, ce n'est pas des gens de Gbagbo, c'est des gens de Soro Guillaume. Mais tout le monde, depuis ils sont là-bas, toute la journée d'aujourd'hui, on les a suivis en direct. Ils sont là-bas, les gens ne font qu'aller visiter Gbagbo Koné. Il y a des avocats africains qui se sont commis d'office, volontaires. Ils sont allés là-bas pour se joindre aux avocats qui ont été dépêchés par l'opposition ivoirienne pour défendre Gbagbo Koné. Donc ne dites pas que les opposants ne sont pas unis. Les opposants sont unis parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils savent que le combat qu'il faut mener, c'est le combat pour la souveraineté de notre pays. Et donc, quand on parle de souveraineté, les partis d'opposition aujourd'hui n'ont tellement bien compris qu'ils se sont tous mis ensemble. C'est clair. Et donc, si vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas en train de dire que la Côte d'Ivoire est mieux que le Togo. Non, je ne le dis pas. Mais je veux que le Togo puisse s'inscrire dans un combat de souveraineté. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai dit, les gens du train là, nous, on aurait bien pu vous soutenir avec beaucoup d'aise. Mais vous n'êtes pas clair dans votre prise de position. Parce que l'ennemi, l'adversaire, je dis bien l'ennemi, même pas adversaire, mais l'ennemi, c'est le système que la France a mis à la tête de nos États depuis les indépendances. C'est-à-dire le système de la France-Afrique, qui depuis plus de 60 ans, nous pille, nous empêche vraiment de vivre comme des gens heureux. Et on est obligé de fuir nos pays, abandonner toute notre histoire, notre civilisation, traverser le désert, la Méditerranée, devenir des clochards en Occident. Et nous ne voulons pas ça, nous ne voulons plus ça en ce 21e siècle. Donc si les gens veulent changer le régime togolais, il faut qu'ils s'inscrivent dans ce combat de la souveraineté. Si le train n'est pas dans la souveraineté, si ce n'est pas un mouvement qui est proche du panafricanisme aujourd'hui, qui est la seule alternative face à ce système de France-Afrique-là, alors nous, on ne se reconnaît pas dedans. Mais ça ne veut pas dire de ne pas faire votre truc. Vous pouvez continuer à faire autre chose. C'est ça. Mais en même temps, pendant qu'on le dit, il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir au Togo, depuis plus de 60 ans qui dirigent ce Togo-là, qui s'engraissent, qui s'enrichissent, qui ont caporalisé toutes les richesses du Togo, qui ont des villas en Occident, qui sont là, qui regardent la misère des Togolais et qui ne peuvent même pas améliorer les conditions de vie des Togolais, il ne faut pas que ceux-là pensent que, parce qu'on est en train de dire ça du train, et donc on est avec eux. Nous ne sommes pas avec vous. Nous voulons plutôt que vous changiez. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez retourner votre veste et puis rejoindre le combat qui est juste pour terminer dans le bon côté de l'histoire. Mais si vous ne voulez pas faire ça et que vous voulez continuer à être dans les bonnes grâces du colon qui on sait, qui déstabilise nos pays depuis longtemps, alors dans ce cas-là, vous allez finir du mauvais côté de l'histoire. Parce que le jour où nous allons envoyer un Togolais qui est un panafricain avéré, quelqu'un qui se positionne comme une alternative réelle et véritable, nous les Africains, les panafricains dignes, les Africains dignes, nous allons nous mettre derrière lui et nous allons faire changer les choses au Togo. Merci. Merci Chinois. Komlan, on va t'écouter pour 3 minutes. Ensuite, ce sera ça sera David Hérault. Ensuite, ce sera Innovative, puis Sambaté, puis Sphinx, puis Parfait, puis Johnny C. Voilà. Ok, Komlan, vas-y, on t'écoute. Je vais te mettre en grand. Ok, d'accord. Je vais immédiatement répondre à ceci. Si certaines personnes pensent que Mac Nda n'est pas panafricain, premièrement, on n'a pas besoin d'un panafricain avant de sauver le Togo. Mac Nda fait un combat local. Le Togo a eu beaucoup de problèmes. Si vous êtes des panafricains et que Mac Nda est dans une optique de sauver le Togo, vous n'avez pas besoin d'avoir Mac Nda comme un panafricain avant de le soutenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites, il y a certaines personnes qui disent que Mac Nda n'arrive pas à fédérer les Togolais. Non.
Marc Nda, selon ce que moi j'ai vu de ses sorties, ne veut pas fédérer des politiciens traditionnels. D'accord? Car au Togo actuellement, les politiciens traditionnels sont aperçus par les Togolais comme étant compromis avec le système en place. Donc, ils se positionnent comme un acteur nouveau qui est en rupture avec les pratiques politiques traditionnelles, ce qui explique pourquoi il ne cherche pas à s'allier avec eux. Alors, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut mener la lutte qu'il est en train de mener, alors la personne ne doit plus s'habiller comme un politicien, mais comme un révolutionnaire. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, il n'y a pas d'élection. Pourquoi vous voulez qu'on se comporte comme des politiciens traditionnels? Ce n'est pas possible. S'il fait appel à des soutiens internationaux, c'est dans le but de renforcer la pression sur le système en place. Il est libre. Donc le fait pour toi qu'il fasse appel aux États-Unis, donc les États-Unis viendraient mettre la pression au régime UNIR ou alors au parti UNIR, c'est ça? Je pense qu'il connaît les enjeux de son choix. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas obligé d'aller appeler d'autres puissances. Il n'est pas obligé. On ne sait pas ce qu'il fait déjà avec d'autres puissances. Parce que de toutes les façons, en étant quelqu'un engagé dans la cause commune, il y a beaucoup d'interactions avec les puissances étrangères. Tapotez le live, les amis, tapotez fort. Donc, il n'est pas en train de vendre notre souveraineté, non jamais. Car aucune puissance ne viendra nous donner la souveraineté. C'est à nous de nous lever et de lutter. Il a son parti pris, il est aux États-Unis, il croit que voilà, les États-Unis peuvent mettre une pression sur le système. Alors j'ai une question à ce moment-là pour toi. Le Togo est déjà soutenu par les États-Unis, puisque le système France-africain a des alliés que vous connaissez tous, dont les États-Unis. Ok. Quel est l'intérêt des États-Unis d'écouter Marc Nda pour mettre la pression à leur poulain? Si aujourd'hui les États-Unis font la promotion d'un principe démocratique et qui n'existe pas au Togo, alors les États-Unis sont dans l'obligation de promouvoir ce principe démocratique qui ne dit pas son nom. Je vous signale, vous êtes d'une naïveté qui ne dit pas son nom. Je vous signale que le Togo est le seul cas qui n'est jamais abordé dans les hémicycles occidentaux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pardon? Allumez la télé tous les mardis sur LCP ou sur Public Sénat et regardez dont le cas est abordé continuellement dans le LCP, LSP aussi est sur YouTube, mais maintenant vous pouvez le suivre. Le Togo, c'est un Si Marc Nda alors s'engage maintenant à faire cela, alors attendez à ce qu'il y ait de changements. Okay. Vous ne pouvez pas le condamner parce qu'il fait appel aux États-Unis. Non, c'est simplement que moi je me dis, s'il fait appel aux mêmes gens qui ont encouragé, qui continuent d'encourager un système qui est là, bah c'est un truc qui fonctionne en fait. Enfin, je veux dire, pour les États-Unis, c'est gagnant-gagnant, enfin, c'est déjà gagnant. Maintenant, toi, tu viens me dire de mettre la pression pour que toi, que je ne connais pas, tu viennes t'asseoir. Qui me dit que tu vas mieux faire que celui que j'ai mis là? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que les pays de l'AES ne sont pas en collaboration économique avec les États-Unis. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas faire l'amalgame. Comment ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Les pays de l'AES. Non. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, qu'ils ont changé de système. C'est pour ça qu'on leur en veut et que les frontières sont, voilà, qu'ils ont été sous embargo pendant plusieurs années, qu'ils sont décriés, qu'ils ne sont pas invités au dialogue international. Parce qu'ils ont quitté un système. La question, elle est simple, puisque le leader en question, Marc Nda, fait appel aux États-Unis. Le président Faure est déjà allié. Donc, le Togo est déjà allié aux États-Unis. Et les États-Unis ne se sont jamais interférés dans les affaires internes du Togo. Parce que pour eux, bon, tout va bien, ça se passe bien, le système, ça marche.
Tranquille, ils ne se sont jamais mis à condamner le Togo pour telle ou telle raison. Pourquoi un citoyen, on va dire, américain, notamment Mark Nda, irait voir Donald Trump et lui dire ouais, dans mon pays d'origine, il y a ton poulain fort, faudrait que tu le fasses dégager et que je te promets de faire mieux que lui. Et vous allez accepter ça? Vous savez, aujourd'hui, vous voyez les États-Unis s'approcher de la Russie. Si je comprends bien, ceux qui sont des panafricains, si demain les États-Unis sont maintenant alliés avec la Russie, alors ils vont considérer... Lyon, excuse-moi, j'avais perdu ta demande, donc voilà, merci. Oui, ils diront automatiquement que voilà, la Russie n'est plus digne de confiance. Non. Donc, chacun a sa stratégie. Chacun sait ce qu'il fait. Quels seront les impacts des actions de Mark Nda en faisant appel aux États-Unis? Il le sait très bien. Vous pouvez vous approcher de lui. Donc, ça voudrait dire, si je conclus bêtement, et je vais conclure bêtement, c'est qu'en gros, Mark est en train de nous dire, Trump, salut, coucou, c'est moi, tu fais dégager fort, et moi, je fais mieux que fort. Clairement. Il n'a pas dit de venir dégager fort. Quoi? Vous avez écouté son discours. Vous prenez même pour qui même? Ou alors écoutez, le gars famille s'est affiché pour dire qu'il n'a même pas voté pour Donald Trump. Il ne comprend pas sa politique, il ne sait pas pourquoi il est là. Madame, on peut avancer ça. Fermez vos micros d'abord. Mais comment vous... Parce qu'il... Vous voulez dire que moi je suis sourde ou aveugle et que je n'ai pas vu les vidéos de ce monsieur en train de dire nous allons dégager fort? Alors, c'est ce qu'il a dit, son positionnement. Et vous tous ici, vous l'avez confirmé. Donc, moi, je conclus bêtement, et on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de... Ce que je vais conclure bêtement sur votre analyse, c'est que voici un champion qui est américain, on va dire togolo-américain ou américano-togolais, qui nous dit que lui, puisqu'il se présente avec toujours les deux drapeaux, que ses alliés potentiels, c'est principalement les États-Unis, qui sont déjà alliés avec le pouvoir en place. Par conséquent... En quoi? Qui sont les alliés? S'il vous plaît, essayez de nous éclairer. Non, ma question elle est simple. Donc aujourd'hui, tu me demandes en quoi le Togo est allié avec les États-Unis. Genre, vous ne savez pas que le Togo est allié avec les États-Unis? En quoi? Je suis désolée pour toi. Désolé. Désolée pour toi, je ne vais pas refaire ton éducation. Ok, on va passer à autre chose. David Hérault, on t'écoute. Oui, tout d'abord, je rappelle à tous ces gens-là qui sont dans le rêve de Mark Nda que Mark Nda n'a même pas le chéri pour aller à la Maison Blanche pour pouvoir demander ça. Deuxième, le Togo est allié avec l'Israël et l'Israël est le numéro 1 allié avec l'Amérique. Donc, Mark Nda ne peut rien faire, même s'il vient sur les panels pour demander que l'Amérique intervienne. Même ça, dans son rêve, ça ne peut jamais arriver. Aujourd'hui, si vous voyez ce que l'Amérique ne soutient pas la Russie. Ce que l'Amérique est en train de faire avec l'Ukraine, c'est juste, bon, on n'est pas là, mais c'est juste pour éclaircir à monsieur comme là. Ce que l'Amérique est en train de faire, c'est juste pour prendre les ressources de l'Ukraine. C'est pour cela qu'il demande qu'il signe les contrats. Bon, basta. Je vais revenir et je vais soutenir monsieur le Chinois par rapport à ce qu'il dit. Mark Nda numéro 1 n'est pas un panafricain. Nous devons admettre ça que Mark Nda n'est pas un panafricain. Parce que quelqu'un qui est un panafricain ne peut même pas donner la parole à ses propres citoyens togolais pour pouvoir intervenir dans ces débats. Et c'est lui qui dit qu'il est, ou bien quoi que ce soit qu'on l'appelle, sur son panel. Numéro 2, au lieu que nous perdons nos énergies à pouvoir critiquer ce monsieur qui n'a même pas l'idée politique, qui n'a même pas des alliés, qui n'a même pas de stratégie, je pense que l'apport de monsieur Chinois, c'est de chercher quelqu'un d'autre ou bien c'est de chercher des solutions à laquelle nous pouvons apporter nos soutiens. Il n'y a pas des actions civiques au Togo qui peut maintenant aujourd'hui appeler la population à dire ce monsieur
Par exemple, je veux parler de monsieur de ce côté-là, l'opposant de... On a vu ses actions. Il était sur le terrain. Et le moment où nous devons passer à l'acte, on les avait demandé de venir faire le dialogue. Ce qui manque aux opposants togolais, ce qui manque jusqu'au jour d'aujourd'hui, à nous les Togolais, c'est qu'on n'accepte pas à aller au dialogue avec le parti au pouvoir. Allez au dialogue, faire vos propositions. Si ça ne vous arrange pas, revenez et proposez d'autres choses. Ils refusent toujours et toujours. Je dis et je répète, c'est à l'ancien code continu. Macky n'a aucune relation avec, je répète, avec les anciens politiciens togolais. Donc, en aucun cas, il ne peut jamais avoir peut-être un allié local ou bien un allié international. Il ne peut pas, il n'a aucune idée de la politique. Il parle, la politique est dans tout. Il parle seulement parce qu'il est là, il peut suivre. Comment quelqu'un qui est là, quand on lui demande, il dit, va sur Google, voilà ce que Google nous dit. Non. Et cette personne-là veut apporter quel soutien à qui? Il n'accepte pas que les autres apportent leur solution ou bien lui proposent des choses qui peut dire, ah, on va réfléchir sur ça. Aujourd'hui, on le voit avec M. Kodjo, alors que Kodjo était depuis fort longtemps dans l'opposition. Kodjo connaît les rouages des oppositions. Il peut amener Kodjo mais il n'accepte pas qu'on lui apporte, qu'on lui donne des conseils. Le gars même n'a même pas de conseils. La contradiction. Et justement, oui, on va s'attarder sur ce sujet-là avec toi, David. Merci. Sur la partie de ses alliés à lui, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Je pense qu'un allié devrait, un bon leader devrait s'entourer d'alliés. Par exemple, s'il y a un régime en place, il y a un système qui est en place, et que l'objectif, c'est de changer ce régime-là pour en installer un autre, ton leadership te demande d'aller vers les autres qui ont le même objectif que toi. L'objectif de l'alternance et de la souveraineté du peuple. Donc, tu les approches, tu dialogues avec eux, tu t'entends, vous trouvez un consensus. Sur un live, sur le mien ou sur celui de Casa, un jour, j'ai pris l'exemple du NFP, donc l'alliance du nouveau Front populaire en France. Donc, pour un objectif commun, qui est celui de ne pas faire passer le Rassemblement national, ils ont réussi, au cours d'un instant, à s'asseoir et à se dire, OK, on fait bloc ensemble, on positionne celui-ci en tant que leader et on y va franco. Mais aujourd'hui, on remarque que Marc Nda est plutôt dans une posture où il rejette les conseils, il écarte, on va dire ses devanciers, parce que pardon de le dire, mais il est novice dans le game. Il n'était pas politicien avant, il est producteur de musique, ou alors au plus grand titre, il est chef d'entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Donc pourquoi ne pas conserver de bonnes relations avec tes alliés ou alors les personnes qui ont commencé avec toi au début, de trouver un accord, de discuter. Mais on voit un leader qui prend la parole constamment, et je trouve un peu trop d'ailleurs bavard, et qui rejette et qui expose ses anciens camarades. Et ça, je trouve ça dangereux. Donc David, je te laisse terminer. Même vous en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais soyez de bonne foi, ne soyez pas de mauvaise foi, sinon je vous bloque. Effectivement, vous avez déjà presque tout dit. Le monsieur ne peut jamais en aucun cas prendre, parce qu'il est venu pour se vanter. Quelqu'un qui se dit qu'il fait des millions par jour, n'arrive même pas à cotiser $500, n'arrive même pas et réclame $1,200 de portable chez quelqu'un avec qui il a travaillé. Avec ses associations, il n'arrive même pas à cotiser $1,000. Donc, il sache aujourd'hui que la politique, c'est de l'argent. La politique, c'est de la relation. La politique, ce n'est pas de venir vendre je suis ceci, je suis cela, je suis... Aujourd'hui, si tu veux aller voir un gouverneur américain, c'est facile. C'est pas que de prendre les photos. Ou bien, peut-être il se base sur Farida, parce que Farida a une relation avec les Clinton. Il pensait que ces gens-là peuvent... Non, pas du tout. Le système américain est plus
stratégique que ce que nous pensons aujourd'hui. En aucun cas, Macky n'est pas un leader, n'est pas un panafricain. S'il est un panafricain vraiment, je connais, il y a des panafricains aujourd'hui qui prônent pour l'Afrique. Macky n'a aucune relation, alors que ces gens-là, ce sont des personnes qui sont faciles à approcher, qui sont faciles à pouvoir nouer des relations avec. Mais Macky ne le fait pas. Donc, aujourd'hui, Macky n'est pas un panafricain. Je le dis, je le répète, Macky n'est pas un panafricain. Il n'a qu'à aller dormir et suivre les autres faire la politique. Merci. Merci, David. On va écouter... je ne sais plus dans quel sens vous avez monté, les amis. Innovative. Oui, pardon. Voilà. Innovative, ensuite Sambaté, puis Lyon. Lyon. 3 Lyon. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, d'accord. Moi, quand j'ai vu le thème, excusez-moi, j'ai juste un peu rigolé. J'ai ricané plutôt. Parce que je me dis, en réalité, pour pouvoir être présidentiable, il faut avoir un leadership. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Et ceux qui ont mis des œillères dans leurs oreilles là pour ne pas écouter, hein? Ça ne sert à rien de vous éterniser sur ce live. Donc, voilà. Donc, un leader, quelqu'un qui est présidentiable, déjà, il doit avoir un charisme, il doit avoir un leadership.